BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Et on va revenir sur l'état de l'économie, notamment aux États-Unis, avec Philippe Lermy, trader pour compte propre chez traderchange.com. Bonjour. Bonjour Stéphane. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis seront publiés demain pour le mois de juillet. On a eu un avant-goût cette semaine avec l'enquête ADP réalisée auprès de plusieurs milliers d'entreprises. On voit quand même dans ces chiffres une inquiétude sur ce marché de l'emploi qui reste déprimé, alors que par ailleurs, on a des indicateurs qui sont positifs pour l'économie américaine. Oui, actuellement on a découvert avec les fournisseurs de big data qu'il y avait un décalage entre les chiffres économiques traditionnels et les chiffres à haute fréquence que donnent par exemple Google Mobility, Apple, OpenTable. On voit que les chiffres replongent. Il ne faut pas oublier que depuis le 20 juin, je dirais plutôt, le nombre de nouveaux cas de Covid aux États-Unis a remonté progressivement de 27 000 jusqu'à un plus haut d'environ 70 000 vers mi-juillet. Et donc ça a entraîné effectivement des reconfinements, des restrictions donc dans 45 États des États-Unis. Donc c'est énorme. Et on le voit dans les chiffres du big data et on ne le voit pas dans les chiffres traditionnels. Par exemple, les réservations de déjeuner, de dîner, que ce soit par téléphone, online, via la plateforme OpenTable, est à quand même à moins 58% comparé à la même semaine en 2019. On a Google Mobility qui indique que les recherches loisirs, vente de détail sont en baisse de moins 15%. Pareil, les transactions sur les cartes de crédit sont en baisse de 6,2%, donc comparé au début de l'année, alors surtout dans les hauts salaires d'ailleurs. Donc on a des chiffres d'un côté Big Data qui montrent un affaiblissement, et à l'inverse on a des ISM, par exemple les indices des directeurs d'achat qui sont sortis dans le secteur industriel lundi et puis donc hier dans le secteur des services, qui montrent des belles reprises, mais en fait on voit même dans ces chiffres des nuances, c'est-à-dire que les composantes emploi sont en dessous de 50, elles sont encore en contraction. Donc on a un décalage entre les chiffres officiels économiques traditionnels et les chiffres high frequency des big data fournisseurs, quoi. Pour en revenir aux chiffres de l'emploi, quelles sont vos anticipations pour les chiffres qui vont être publiés demain pour le mois de juillet ? Alors, actuellement, les économistes attendent 1,6 million de créations d'emplois. Alors, le range entre le plus optimiste et le plus pessimiste est très large, comme d'habitude, puisqu'il y a quand même des gros flous. Donc, le plus pessimiste, c'est moins 280 000 destructions, et le plus optimiste, c'est 4 000 créations. En fait, le marché pense déjà à un chiffre plus bas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les chiffres des créations d'emplois. Donc ce sont des sondages qui sont faits dans la semaine qui comptent le 12e jour du mois. Donc, donc les créations d'emplois du mois dernier ont été calculées avant l'accélération du virus. Et donc dans celui qu'on va avoir, on a la réaccélération du virus. Donc du coup, le marché déjà, même avant l'ADP qui est sorti mauvais, très décevant hier, le marché anticipait un chiffre beaucoup plus bas. Donc 1,6 million, s'il sortait plus bas, ça serait plutôt le côté qui n'est pas surprenant. Le côté surprenant, ce serait à l'inverse, qui sorte plutôt vers les 4 millions, qui surprendrait. Parce que là, vous voyez, on a une petite amélioration des weekly claims, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un gros décalage déjà entre les taux de chômage, les créations d'emplois qui sont calculées par le Bureau of Labor Statistics et les weekly claims qui sont calculés donc par le Department of Labor, donc une autre administration. Les weekly claims cachent aussi quelque chose, c'est que a été décidé donc par le gouvernement américain de mettre en place une assistance pour les auto-entrepreneurs, le Pandemic Unemployment Assistance. Et là donc il y a eu 656 000 personnes donc qui ont demandé aujourd'hui, ça a été publié en même temps que les weekly claims, qui ont demandé donc une assistance. Il ne faut pas oublier que les entrepreneurs ne sont pas comptabilisés dans les chômeurs. Donc d'un côté, on a le département of Labor qui annonce 32 millions de personnes qui bénéficient d'une assistance, d'une assurance chômage, et puis on a le Bureau of Labor Statistics qui lui anticipe 18 millions. Vous voyez, on a un grand écart.
Et donc tout ça, ça plaide quand même à ne pas être euphorique, même si le chiffre était bon demain. Et de toute façon, je pense que le sujet n'est même pas vraiment là. Le sujet il est plutôt dans le stimulus, le nouveau package que peut décider le Congrès. Et donc on est dans le suspense. C'est plutôt ça qui va être important pour le marché américain, le marché des devises. En tout cas, ces chiffres de l'emploi, ils n'ont pas l'air d'inquiéter les marchés d'actions, notamment du côté des technologiques. On a un Nasdaq qui a frôlé les 11 000 points. Oui, mais le marché action, il est toujours... il essaye toujours d'être en avance. Ce qu'il voit, c'est que depuis le 25 juillet, il y a un ralentissement des nouveaux cas de Covid. On était à une fréquence de 70 000 personnes infectées de plus chaque jour, et là on est vers 50 000. Donc il y a ce facteur qui joue, puis il y en a d'autres, l'espoir de plus en plus imminent d'une approbation par la FDA d'un vaccin à l'automne. Donc c'est évident que le jour où il va y avoir cette approbation, alors en attendant, on risque d'avoir des annonces. Vous savez que les principaux laboratoires sont en train de, soit en phase 2 ou en phase 3 des tests donc auprès de personnes, de patients. Dès qu'on va avoir des nouvelles encore plus positives sur l'immunité qu'on pourrait avoir avec un vaccin, le marché risque de monter encore plus. Donc ça, c'est un des éléments qui fait que le marché monte. Et, bon, je pense qu'il faudrait qu'on ait une décision de la part du Congrès avant vendredi soir. Bon, c'est ce que veut le secrétaire au Trésor Mnuchin, c'est ce que veut la leader démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, mais c'est loin d'être évident, je veux dire. Et là, on pourrait avoir une déception vendredi. Donc, je pense que si on n'avait pas l'annonce du Congrès avant les NFP n'auraient encore moins d'importance. Un mot aussi de la faiblesse du dollar. C'est un phénomène qu'on connaît, auquel on assiste depuis déjà 3 mois pratiquement. Oui, à très court terme, c'est un déficit budgétaire. Enfin, je dirais à court terme, c'est plutôt l'anticipation de mauvais chiffres demain pour l'emploi. Le fait peut-être que justement le stimulus n'est pas encore voté, donc ça joue. Il y a à plus long terme, il y a quand même une baisse record des taux 10 ans qui sont US, je dirais, qui ont été générés par le fait que la Fed était déterminée à garder des taux directeurs très bas très longtemps. Et puis, comme à plus long terme, il y a le déficit budgétaire US qui explose. Il y a les twin déficits, balance commerciale, déficit budgétaire. Le Congress Budget Office anticipe un déficit de presque 18% pour 2020. Donc ça c'est parce que les US sont la première économie mondiale, ils peuvent se le permettre, mais quand même ça commence à peser. Et je dirais, il ne faut pas oublier qu'on est à 3 mois des élections US maintenant. Ça pourrait peser parce que pour l'instant c'est toujours Biden qui est en avance et les marchés a priori pourraient ne pas aimer Biden. Est-ce que de votre point de vue il y a un risque avec cette baisse que le dollar perde ou en tout cas en partie son statut de monnaie de réserve internationale? Alors il faut savoir que pour être une devise de réserve il y a plusieurs conditions. Une devise de réserve ça veut dire une devise qui est utilisée par les banques centrales comme je dirais, de coussin de sécurité pour la valeur externe de leur monnaie. Pour être une devise de réserve, la première chose, c'est d'avoir un marché obligataire qui est profond, qui est qui est très liquide. Donc c'est ce que remplit les US Treasuries, évidemment. C'est pour l'instant, je veux dire, c'est toujours lui qui est prédominant. Il est dans 62% des réserves de change internationales qui sont déclarées par les banques centrales adhérentes donc aux membres du FMI. Il ne faut pas oublier qu'il y a une autre caractéristique d'une monnaie de réserve, c'est qu'elle doit être utilisée dans les échanges internationaux reconnus donc par tout le monde, et c'est le cas pour le dollar. Il est dans 83% des échanges de devises, c'est ce qu'avait annoncé la Banque des règlements internationaux en 2019. Donc vous voyez, il y a déjà ça. Il y a aussi le fait que pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une intervention de change déclenchée par une banque centrale, c'est en dollars.
Hein, donc cette monnaie doit être donc utilisée pour les interventions de change. Hein, donc c'est quelque chose qui est assez important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales ne se mettent pas à diversifier leurs réserves du jour au lendemain. Ça doit être une tendance de long terme. Alors donc moi, pour avoir travaillé en tant que chef trader dans une banque centrale, je connais bien, on peut avoir une tendance de long terme. Donc au bout d'un moment, j'ai vu des banques centrales, quand l'euro baissait, se délester progressivement de l'euro. J'ai vu aussi d'autres motivations qui sont tout simplement politiques. Hein. Donc il ne faut pas oublier que les réserves de change, elles s'appartiennent à l'État, elles appartiennent en général pas à la Banque centrale. Là, par exemple, au niveau des USA, c'est le Trésor qui s'occupe donc des interventions, c'est le Trésor qui les décide et la Fed est l'exécutant. Donc en Europe, c'est à part avec la BCE. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, j'ai vu pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des visites d'officiels étrangers, et après on a ordre d'investir dans des réserves du pays qu'on a accueillis. Donc il y a des motivations politiques qui jouent. Mais c'est du long terme, hein. On ne change pas toutes les semaines, tous les 2 jours. C'est des positions qui se gardent pour plusieurs années, voilà, c'est pas du mensuel. Hein. Merci beaucoup Philippe Lermy, trader pour compte propre chez traderchange.com. Merci d'avoir été en ligne avec nous. On rappelle les indices boursiers, séance partagée aux États-Unis, progression de 0,25% sur le Dow Jones et toute petite baisse de 0,02% sur le Nasdaq. À la Bourse de Paris, on reste dans le rouge, le CAC abandonne toujours 0,76%.